Vous êtes-vous déjà arrêté devant un rayon de compléments alimentaires en regardant cette rangée interminable de flacons, avec leurs grandes promesses, leurs prix encore plus grands, et avez-vous pensé, il doit exister un meilleur moyen? Eh bien il existe, seulement il n'est pas en pharmacie. Il est en train de pousser en ce moment même sur le trottoir devant chez vous, ou en bordure de votre jardin, ou sur n'importe quel terrain vague devant lequel vous passez tous les jours, sans y prêter la moindre attention. Laissez-moi être direct avec vous dès le début. Il existe une plante qui pousse spontanément au Brésil, sans aucun coût, sans pesticides, sans emballage plastique, qui contient des concentrations de magnésium supérieures à celles que l'on trouve dans les compléments les plus chers du marché. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas du piège à clics, c'est de la chimie, c'est de la nutrition, et c'est quelque chose que des générations entières dans l'intérieur du Brésil savaient déjà, que des médecins traditionnels prescrivaient déjà, et que l'industrie alimentaire a décidé, très commodément, d'ignorer. Cette plante s'appelle bread, mais vous la connaissez peut-être aussi sous le nom de caruru de porc, de caruru sauvage. Au Mexique et dans d'autres parties de l'Amérique latine, on l'appelle quelite, quintonil, cenizo. Les noms changent, la plante est la même. Et ce qu'elle renferme dans ses feuilles va vous faire remettre en question chaque euro que vous avez déjà dépensé en achetant des compléments de magnésium. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment identifier cette plante, comment la cultiver sans le moindre effort, comment la préparer dans votre cuisine, et plus important encore, je vais vous expliquer pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler avec cette profondeur. Parce qu'il y a une raison à ce silence. Et quand vous comprendrez cette raison, vous serez en colère d'une manière tout à fait légitime. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que dans les prochaines minutes, je vais vous donner un savoir que les grandes marques de compléments alimentaires préféreraient beaucoup que vous n'ayez jamais eu. Bienvenue sur Survie Interdite, la chaîne où l'on fait revivre le savoir que l'industrie a décidé d'enterrer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous sentez que quelque chose ne va pas, que la logique de payer cher pour ce que la nature offre déjà gratuitement n'a pas le moindre sens. Et vous avez raison. Commençons par le problème. On estime qu'entre 60 et 80% de la population brésilienne consomme du magnésium en dessous du niveau idéal. 60 à 80%, ce n'est pas un chiffre abstrait, cela signifie des crampes qui apparaissent de nulle part au milieu de la nuit. Cela signifie une anxiété qui semble n'avoir aucune cause. Cela signifie cette sensation de fatigue constante, même après avoir dormi 8 heures. Cela signifie une tension artérielle élevée qui ne cède pas. Cela signifie un intestin qui ne fonctionne pas correctement. Cela signifie des maux de tête qui reviennent chaque semaine. Le magnésium participe à plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps humain. 300. Quand il manque, le corps commence à envoyer ses signaux et nous allons à la pharmacie, nous dépensons de l'argent en médicaments pour chaque symptôme séparément, sans attaquer la cause profonde. Et la cause profonde, bien souvent, est simple. C'est que notre alimentation est devenue industrialisée, transformée, vide. Et alors, la solution qu'on vous vend, c'est un flacon de gélules de glycérophosphate de magnésium ou de malate de magnésium qui coûte entre 30 et 100 euros, dure un mois et reste sur votre liste de dépenses mensuelles pour toujours. Mais avant de continuer, pour que ce savoir atteigne plus de monde, mettez un like maintenant, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous si vous connaissiez déjà la bread ou le caruru. Cela ne prend pas 10 secondes et aide énormément la chaîne à grandir. Maintenant, entrons dans un territoire que la plupart des chaînes de santé n'ont pas le courage d'aborder. Parce qu'ici, l'histoire devient inconfortable. Le marché mondial des compléments alimentaires a généré plus de 177 milliards de dollars en 2023. 177 milliards. Et la projection est qu'il dépasse 200 milliards d'ici 2028. Ce n'est pas une industrie, c'est un empire. Et les empires ne survivent pas avec une concurrence bon marché, encore moins avec une concurrence gratuite. Voici le problème central, et je veux que vous compreniez le mécanisme. Il n'existe aucune conspiration cinématographique, aucune salle obscure avec des hommes en costume décidant de supprimer une plante. Ce qui existe est quelque chose de beaucoup plus silencieux et beaucoup plus efficace. C'est la combinaison d'incitations économiques et de désintérêt institutionnel. Je m'explique. Les entreprises pharmaceutiques et les grands fabricants de compléments investissent des millions par an en recherche, mais en recherche sur des produits qui peuvent être brevetés, qui peuvent être encapsulés, qui peuvent être vendus avec une marge bénéficiaire.
Une plante sauvage qui pousse spontanément ne peut pas être brevetée. Il n'y a pas moyen de mettre un code-barre sur une plante qui naît toute seule sur le trottoir. Alors, aucune grande entreprise n'a intérêt à financer des études cliniques solides sur la brède ou sur le chélite. Et sans études, les nutritionnistes conventionnels ne prescrivent pas. Sans prescription, le public ne connaît pas. C'est un cycle parfait d'invisibilité. De plus, il existe le phénomène de la reclassification culturelle. La brède a été systématiquement classée comme mauvaise herbe, comme broussaille, comme cette chose que le voisin arrache du jardin. Cette reclassification n'a pas été accidentelle. Le processus de modernisation agricole au Brésil, en partir des années 60 et 70, avec la révolution verte et l'entrée massive des herbicides sur le marché, a créé une dichotomie très commode. D'un côté, les cultures légitimes que le marché achèterait. De l'autre, tout ce qui poussait spontanément est devenu nuisible, est devenu ennemi, est devenu quelque chose à éliminer. Mais voyez bien, les agriculteurs les plus âgés du nord-est brésilien, les cuisiniers traditionnels de l'intérieur du Minas Gerais, les communautés indigènes qui ont maintenu leurs habitudes alimentaires, eux, n'ont jamais cessé de manger la brède. Ils savaient ce que la science moderne commence à redécouvrir maintenant. Et c'est ici que l'histoire commence à devenir encore plus intéressante. La brède, dont le nom scientifique est Amaranthus viridis et Amaranthus hybridus, appartient à la famille des Amaranthaceae, la même famille que le quinoa, de l'amarante cultivé et de l'épinard. Et cette connexion familiale n'est pas une coïncidence. Elle explique beaucoup de ce qui va suivre. Les premières références à l'usage alimentaire des plantes du genre Amaranthus datent de plus de 8000 ans. 8000 ans d'histoire humaine avec cette plante. Les Aztèques cultivaient l'amarante comme l'une de leurs principales céréales, et les feuilles des jeunes pousses étaient consommées de la même façon que nous consommons aujourd'hui les légumes-feuilles. Quand les colonisateurs espagnols sont arrivés en Amérique centrale au XVIe siècle, ils ont trouvé des populations entières soutenues en partie par cette plante. Et qu'ont-ils fait ? Ils en ont interdit la culture. Non pas parce que la plante était dangereuse, mais parce qu'elle était intégrée à des rituels religieux qu'ils voulaient éradiquer. C'est le premier chapitre d'une très longue histoire de suppression intentionnelle. Au Brésil, le carrourou est présent dans la médecine populaire depuis au moins le XIXe siècle. Le botaniste allemand Carl Friedrich Philipp von Martius, qui a parcouru le Brésil entre 1817 et 1820, documentant la flore native, a enregistré l'usage du carrourou par les populations riveraines et indigènes comme aliment et comme plante médicinale. Ces notes sont archivées, l'histoire était là, seulement personne n'est allé la chercher. Passons maintenant à la science. Une étude publiée dans le Journal of Food Composition and Analysis, avec des données compilées par le département de l'agriculture des États-Unis, le fameux USDA, a identifié dans l'Amaranthus hybridus, notre brède sauvage, des valeurs de magnésium entre 65 et 80 mg pour chaque 100 g de feuilles fraîches. Pour avoir une dimension claire de ce que ce chiffre signifie, l'épinard, qui est fréquemment exalté comme l'une des meilleures sources végétales de magnésium, contient environ 79 mg pour 100 g. Le chou kale, qui est dans toutes les recettes détox qui existent, a approximativement 47 mg. La banane, que tout le monde mange pour les crampes, a 27 mg pour 100 g. Et le complément que vous achetez, un comprimé standard de magnésium, contient entre 100 et 200 mg sous forme alimentaire, mais avec un taux d'absorption qui varie, selon la forme chimique utilisée, entre 20 et 45%. La biodisponibilité de la forme organique présente dans le végétal, surtout lorsqu'il est consommé avec des aliments qui facilitent l'absorption, tend à être supérieure pour une raison fondamentale. Elle est accompagnée de cofacteurs naturels, vitamines, minéraux secondaires, fibres, enzymes. Le magnésium dans la brède n'est pas seul. Il vient dans un ensemble que votre corps reconnaît et utilise. Mais ce n'est pas tout. Et voici la partie qui va vraiment vous surprendre. La brède n'est pas seulement riche en magnésium. Elle contient aussi du fer, avec des valeurs 2 à 3 fois supérieures à celles de l'épinard dans certaines analyses. Du calcium en concentration expressive, du potassium, de la vitamine C, qui à son tour augmente l'absorption du fer non héminique présent dans la feuille, du bêta-carotène et de la vitamine A en quantité significative.
des protéines avec un profil d'acides aminés considéré de haute qualité pour une plante à feuilles, et des phytostérols avec une action documentée sur le contrôle du cholestérol. C'est une feuille qui pousse toute seule, qui ne coûte rien et qui possède un profil nutritionnel qui fait paraître amateur la majorité des superfeuilles que vous payez cher au supermarché. Je vais vous présenter 2 chiffres qui résument bien le paradoxe dans lequel nous vivons. Un flacon de complément de magnésium chélaté, qui est la forme la plus biodisponible sur le marché, coûte en moyenne entre 60 et 90 € pour 60 gélules. Cela fait 1 mois d'utilisation. 12 mois, minimum de 720 € par an, uniquement en magnésium. Si vous ajoutez le complexe B, le zinc, la vitamine D, le fer, vous dépensez facilement entre 200 et 300 € par mois en supplémentation, soit 2400 à 3600 € par an. Maintenant pensez à ceci. Un plant de bread s'établit dans n'importe quel pot de taille moyenne, dans n'importe quel coin du jardin ou du balcon, sans engrais spécial, sans soins intensifs, avec un arrosage basique. Le coût est 0 si vous récoltez les graines de la plante sauvage qui existe déjà dans votre environnement, ce qui est parfaitement possible, et je vais vous montrer comment. Et elle vous fournit du magnésium, du fer, du calcium, de la vitamine C et du bêta-carotène de façon continue. Les mathématiques n'ont pas besoin de commentaires, mais les chiffres froids ont moins de poids que les histoires réelles. Et celle-ci m'a été racontée par une lectrice de la chaîne qui habite dans une petite ville de l'intérieur du Paraná. Elle m'a écrit en disant que pendant des années, elle avait souffert de crampes nocturnes et de ce que le médecin appelait le syndrome des jambes sans repos. Elle dépensait environ 80 € par mois en complément de magnésium. Lors d'une conversation avec sa belle-mère, qui venait d'une communauté rurale de l'intérieur du Minas Gerais, elle a découvert que toute la famille avait toujours consommé le carrourou sauté, mélangé aux haricots, dans la soupe. La belle-mère n'a jamais su expliquer pourquoi elle faisait cela. C'était la tradition, c'était ce que sa mère faisait, ce que sa grand-mère faisait. Elle a commencé à inclure la bread dans son alimentation, sautée avec de l'ail, mélangée dans une omelette, cuite dans les haricots. 3 semaines plus tard, elle m'a écrit de nouveau. Les crampes avaient diminué de façon notable. Elles n'avaient pas disparu du jour au lendemain, mais la fréquence avait chuté drastiquement. Elle utilise encore le complément, mais elle a réduit de moitié et cela représente déjà une économie de 480 € par an. Je ne dis pas que la bread va guérir quelque maladie que ce soit. Je ne suis pas médecin et cette vidéo n'est pas une prescription médicale. Ce que je dis, c'est que réintégrer des aliments denses en nutriments dans votre routine a des effets réels, documentés, mesurables. Et qu'ignorer ces aliments tout en dépensant de l'argent en gélules est un choix que l'industrie alimentaire préfère que vous continuiez à faire. Et nous arrivons ici au cœur de cette vidéo, le guide complet étape par étape, identification, culture et préparation. Sans complications, sans ingrédients difficiles, sans outils spécial, juste du savoir pratique que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Comment identifier la bread, le kélite, en toute sécurité? La première chose que vous devez savoir, c'est que la bread est une plante commune, largement répandue au Brésil, et avec des caractéristiques visuelles très spécifiques qui rendent son identification sûre pour quiconque apprend à observer avec attention. La tige de la jeune bread est dressée, légèrement rougeâtre à la base dans certaines variétés, et peut varier du vert au bordeaux selon l'espèce et le niveau d'exposition au soleil. Les feuilles sont ovales, losangiques, avec des bords légèrement ondulés ou lisses, d'une texture légèrement rugueuse au toucher, d'une coloration vert intense sur la face supérieure et plus claire sur la face inférieure. La nervation est bien visible, avec la nervure centrale proéminente. L'une des caractéristiques les plus fiables de la bread est ce que les botanistes appellent l'inflorescence terminale. Quand la plante est dans une phase plus mature, elle développe des épis de fleurs très petites, verdâtres ou rougeâtres, regroupés en forme de panicules au sommet de la tige et aux aisselles des feuilles. Ces épis sont caractéristiques. Les plantes jeunes de moins de 20 cm sont les meilleures pour la consommation. Les feuilles sont plus tendres, moins fibreuses et avec une saveur plus délicate. Les plantes plus âgées sont encore comestibles, mais ont une texture plus résistante. Maintenant, un point important sur la sécurité dans l'identification. La bread n'a pas de sosie hautement dangereux au Brésil qui puisse être facilement confondu par un observateur un minimum attentif. Mais comme bonne pratique de toute cueillette de plantes sauvages, il existe un principe que je vous demande de retenir.
Ne consommez jamais une plante sauvage sans avoir la certitude absolue de l'identification. Utilisez plus d'une référence. Comparez la plante que vous avez trouvée avec des photos provenant de plus d'une source. Si vous avez un doute, ne cueillez pas. Consultez un botaniste, un agronome ou un professionnel d'ethnobotanique dans votre région. Attention particulière, évitez de cueillir des brèdes ou toute plante sauvage en bordure de route très fréquentée, sur des terrains avec un historique d'utilisation intensive de pesticides ou à proximité de lieux avec une possible contamination par des métaux lourds. La plante en elle-même est sûre, l'environnement peut ne pas l'être. Préférez cueillir dans des potagers domestiques, des jardins propres, ou cultivez-la vous-même, ce qui est très simple. Comment cultiver la brède chez soi sans effort ? Cultiver la brède est probablement l'une des choses les plus simples qui existent dans l'univers des plantes comestibles. Cette plante est l'une des plus rustiques qui soit. Elle n'a pas besoin d'un sol riche, elle n'a pas besoin d'engrais spécial, elle n'a pas besoin d'un climat spécifique, elle prospère du nord au sud du Brésil. Vous pouvez commencer de deux façons. La première est la plus facile de toutes. Trouvez une plante sauvage sur votre trottoir ou sur un terrain proche, l'identifier correctement comme je viens de l'expliquer, et récolter les graines des épis mûrs. Ces graines sont minuscules, presque microscopiques, foncées, et existent en quantité énorme dans chaque épi. Une seule plante adulte produit des dizaines de milliers de graines. La deuxième façon est d'acquérir des graines d'amarante ou de kélite dans des magasins agricoles, des pépinières ou des boutiques de semences biologiques. Les variétés Amaranthus cruentus et Amaranthus hybridus sont les plus courantes et les plus faciles à trouver. Pour le semis, vous aurez besoin d'un pot d'au moins 20 cm de profondeur ou d'un parterre directement en pleine terre. Utilisez n'importe quel substrat basique. Un mélange de terre de jardin avec une part de sable grossier fonctionne très bien. Humidifiez le substrat avant de semer. Répartissez les graines en surface légèrement, sans les enterrer profondément. Ces graines ont besoin de lumière pour germer. Couvrez avec une couche très fine de substrat, de 2 à 3 mm maximum. Humidifiez avec un vaporisateur sans détremper. Maintenez dans un endroit en plein soleil ou à mi-ombre. La germination se produit entre 5 et 10 jours. Quand les plantules atteignent 5 cm, faites un éclaircissage si elles sont trop serrées, en laissant un espace de moins 10 cm entre chaque plante. Arrosez avec modération, en laissant le substrat sécher légèrement entre les arrosages. La brède n'aime pas l'excès d'eau. En 30 à 40 jours, vous pourrez déjà récolter les premières feuilles. Récoltez toujours les feuilles les plus jeunes au sommet des rameaux. Cette pratique stimule la plante à se ramifier et à produire plus de feuilles, prolongeant considérablement la période de récolte. Une plante bien entretenue peut vous donner des feuilles pendant 3 à 4 mois avant d'entrer en floraison intense. Après qu'elle a fleuri et produit ses graines, conservez les semences et recommencez le cycle. Coût total du processus, 0. Si vous avez récolté les graines d'une plante sauvage identifiée, travail nécessaire, minimal. Retour nutritionnel, immense. Point critique pour ne pas se tromper. Il existe quelques erreurs courantes dans l'entretien de la brède dont je dois vous alerter avant de continuer. La première est l'excès d'arrosage. C'est ce qui tue la majorité des plantes en pot. La brède est résistante à la sécheresse, mais sensible à l'excès d'eau. Si le substrat reste détrempé pendant plus de 2 jours, les racines pourrissent. Préférez arroser moins plutôt que trop. La deuxième erreur est de laisser la plante entrer en floraison sans avoir fait de récolte régulière. Quand la plante fleurit, elle dirige son énergie vers la production de graines et les feuilles deviennent plus amères et fibreuses. Récoltez régulièrement pour retarder ce processus. La troisième erreur, et c'est la plus importante, est de ne pas identifier correctement la plante avant de la consommer. J'en ai déjà parlé, mais cela vaut la peine de le répéter. L'identification sûre est non négociable. Utilisez des références fiables. En cas de doute, ne consommez pas. Comment préparer la brède en cuisine ? Ici, les choses deviennent faciles, savoureuses et polyvalentes. La brède a une saveur neutre, légèrement terreuse, semblable à celle d'un jeune épinard, mais avec moins d'amertume. Elle absorbe très bien les assaisonnements et se marie avec pratiquement tout. La première préparation, et la plus simple, est le sauté basique. Vous allez chauffer un filet d'huile d'olive ou d'huile de coco dans une poêle, faire dorer de l'ail finement haché, ajouter les feuilles de brède lavées et grossièrement coupées, assaisonner avec du sel et, si vous le souhaitez, une pincée de poivre noir et faire sauter pendant 3 à 4 minutes jusqu'à ce qu'elle soit fondante. C'est prêt.
Vous pouvez servir en accompagnement de riz et haricots, d'omelettes, de viande ou de toute autre protéine. C'est rapide, savoureux et nutritif. La deuxième façon est d'incorporer la bread aux haricots ou au bouillon. Dans les 5 dernières minutes de cuisson des haricots, ajoutez des feuilles de bread hachées directement dans la marmite. Elles vont cuire doucement dans le bouillon, épaissir légèrement la texture et ajouter une charge nutritionnelle expressive au plat. C'est une technique classique de nombreuses familles de l'intérieur qui ont préservé cette habitude. La troisième est la salade crue, qui fonctionne très bien uniquement avec les feuilles les plus jeunes et tendres, celles qui viennent du sommet des rameaux. Ces feuilles ont une texture suffisamment délicate pour aller dans une salade crue, assaisonnée avec du citron, de l'huile d'olive et du sel. Pour améliorer l'absorption du fer présent dans la bread, ajoutez toujours une source de vitamine C au repas, du citron pressé, des morceaux d'orange, du poivron cru. La vitamine C potentialise l'absorption du fer non héminique. La quatrième préparation est l'utilisation dans les soupes et les bouillons. La bread peut entrer dans n'importe quelle soupe que vous faites déjà. Un caldo verde avec de la bread au lieu du chou donne un excellent résultat. Une soupe de légumes avec de la bread ajoute de la densité nutritionnelle sans altérer la saveur de manière négative. Un conseil important sur la cuisson. Comme la bread contient de l'acide oxalique, de la même façon que l'épinard et le chou, il est recommandé de ne pas consommer des quantités excessives de feuilles crues pour les personnes ayant un historique de calculs rénaux. La cuisson, même brève, réduit significativement la teneur en oxalate. Pour la majorité des personnes en bonne santé, la consommation régulière et modérée de bread crue ou cuite ne présente aucun risque. Mais si vous avez un historique de calculs rénaux, préférez toujours la consommer cuite et en quantité modérée. Et comme pour tout changement alimentaire, si vous avez une condition de santé spécifique, parlez-en à votre médecin ou à votre nutritionniste. Combinaison qui potentialise les nutriments. Il existe une dernière couche de savoir que je veux vous transmettre avant de clore ce bloc. Le magnésium n'agit pas seul. Il a des relations synergiques avec d'autres nutriments qui font une différence réelle dans l'absorption et l'utilisation. La vitamine B6 facilite l'absorption cellulaire du magnésium. Les aliments riches en B6, comme la banane, la patate douce et le poulet, sont d'excellents partenaires de la bread dans un repas. Le calcium et le magnésium entrent en compétition pour l'absorption lorsqu'ils sont consommés en doses très élevées en même temps. Il est donc logique de ne pas prendre de complément de calcium à la même heure où vous allez consommer votre principal repas avec de la bread. Il n'est pas nécessaire d'être obsédé excessif, mais c'est une information utile. La vitamine D que le corps synthétise grâce à l'exposition au soleil est fondamentale pour le métabolisme du magnésium. Une personne souffrant d'une carence sévère en vitamine D profitera moins du magnésium alimentaire. Donc, une exposition solaire régulière fait partie de l'ensemble. Et pour finir, évitez de consommer du bread avec de grandes quantités de café ou de thé au cours du même repas. Les tanins présents dans ces boissons peuvent réduire l'absorption minérale. Laissez un intervalle d'au moins 1 heure entre l'un et l'autre. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et maintenant je veux que vous pensiez à tout ce qui a été dit ces dernières minutes. Une plante qui pousse toute seule, qui existe au Brésil depuis des siècles, que des générations entières de Brésiliens ont mangé, et ont continué à manger, parce qu'ils connaissaient sa valeur. Une plante au profil nutritionnel documenté par la science, avec des teneurs en magnésium, fer, calcium et vitamines, qui rivalisent avec n'importe quelle peau que vous trouvez en pharmacie. Une plante qui coûte 0 réal à cultiver et qui peut être préparée de dizaines de façons différentes, et en même temps, un marché des compléments alimentaires qui va atteindre 220 milliards de dollars au niveau mondial, construit en grande partie sur l'ignorance alimentaire qui a été soigneusement cultivée au fil des décennies. Non pas parce que les gens sont stupides, mais parce que le système qui nous entoure a un intérêt financier à maintenir cette ignorance. Cela ne signifie pas que vous devez jeter tous vos compléments alimentaires demain. Ce n'est pas une question de tout ou rien. C'est une question de comprendre que le savoir alimentaire traditionnel, construit au fil de millénaires d'observations empiriques, a une valeur réelle, et que lorsque ce savoir est écarté au profit de produits industrialisés, celui qui gagne est toujours l'industrie. Le bread, le kite, le carourou, le quintonnel, appelez-le comme vous voulez, est un symbole de quelque chose de bien plus grand. C'est le symbole que la nature a déjà résolu beaucoup de nos problèmes avant même que nous sachions que nous avions ces problèmes.
C'est le symbole que le savoir populaire n'est pas de la superstition, c'est une sagesse accumulée qui mérite d'être prise au sérieux, testée, validée et transmise. Et c'est exactement ce que nous faisons ici sur Survie interdite. Chaque vidéo de cette chaîne est une tentative de vous rendre ce qui vous appartient de droit, la connaissance du monde naturel qui vous entoure, des plantes qui poussent sur votre trottoir, des techniques que vos grands-parents maîtrisaient et qui ont été oubliées à mesure que la commodité industrielle a pris la place. Ce savoir n'est pas interdit par la loi, mais il est interdit par le silence, par le manque d'intérêt des grands médias, par le désincitation économique de ceux qui profitent de votre désinformation. Et la meilleure façon de résister à cela est simple: partagez, transmettre, envoyer cette vidéo à cette personne de votre famille qui souffre de crampes et dépense de l'argent en compléments alimentaires tous les mois. L'envoyer à l'ami qui a de l'hypertension et qui n'a jamais entendu parler de la relation entre magnésium et pression artérielle. L'envoyer à celui qui souffre d'anxiété, d'insomnie, de fatigue chronique et qui n'a jamais envisagé la possibilité qu'un minéral présent dans une feuille qui pousse gratuitement puisse faire partie de la solution. Le savoir est un pouvoir, et ce type de pouvoir devient plus fort quand davantage de gens le possèdent. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Activez la cloche de notification parce que dans les prochaines vidéos, nous allons continuer à ouvrir ces tiroirs du savoir que l'industrie préfère garder verrouillés. Des plantes sauvages comestibles dont personne ne parle, des techniques de conservation que vos grands-parents maîtrisaient, des solutions à faible coût pour des problèmes quotidiens que vous avez été conditionnés à résoudre avec des produits chers. Le prochain tiroir est déjà prêt à être ouvert. D'ici là, prenez bien soin de ce que vous avez autour de vous.